Ibrahim Traoré résiste à une nouvelle tentative de coup d'État, mais l'intervention décisive de la Russie change la donne. À l'aube, le soleil inonde le palais présidentiel d'Ouagadougou d'une lumière orangée, typique de la saison. Le capitaine Ibrahim Traoré, à 34 ans, le plus jeune chef d'État au monde, observe la ville depuis son bureau. Malgré l'heure matinale, il est déjà plongé dans des dossiers urgents, son visage marqué par une nuit de travail intense. Excellence, le général Kaboré est arrivé pour la réunion, annonce discrètement son aide de camp. Traoré hoche la tête. Cette réunion, absente de son agenda officiel, est devenue indispensable après les informations reçues la veille, exigeant une discussion immédiate avec ses conseillers militaires. Le général Kaboré, un homme robuste d'une cinquantaine d'années, fidèle depuis la prise de pouvoir de Traoré en 2022, entre, le visage grave. Monsieur le Président, nos informateurs confirment des mouvements suspects dans les casernes de Bobo Dioulasso et Kaya. Des officiers ont tenu des réunions nocturnes non autorisées, principalement d'anciens alliés du colonel Damiba, déclare-t-il sans détour. Traoré, impassible, demande « Des noms précis ?» Kaboré répond « Le colonel Zoungrana semble être au cœur de ces réunions. Nos sources indiquent des contacts avec l'étranger. » Le président se lève et s'approche d'une carte du Burkina Faso accrochée au mur, ses doigts suivant les contours des principales villes. Formé en géologie à l'université d'Ouagadougou et aguerri par des années de service militaire, il analyse déjà les failles potentielles. « Les communications sont-elles sécurisées ?» demande-t-il calmement. « Oui, Excellence. Tous les codes ont été changés ce matin », confirme Kaboré. Soudain, le chef de la sécurité présidentielle entre précipitamment, un téléphone crypté à la main. « Monsieur le Président, un message urgent du commandant de la base aérienne. » Traoré écoute attentivement, son visage restant de marbre mais ses yeux trahissant une concentration extrême. « Combien ?» demande-t-il brièvement. Après avoir raccroché, il se tourne vers ses officiers. Des hélicoptères non autorisés ont décollé de la base secondaire de Dédougou et une communication codée a été interceptée. L'action est prévue pour ce soir, au coucher du soleil. Un silence lourd envahit la pièce. Tous comprennent, un coup d'État se prépare. Convoquez immédiatement le Conseil de sécurité, ordonne Traoré, mais discrètement, sans alerte visible, que les conspirateurs croient que nous ignorons leur plan. Puis, s'adressant au chef de la sécurité, renforcer les unités d'élite autour du palais et de la radio nationale, sous prétexte d'un exercice de routine. Doubler la protection des installations de télécommunications. Dans l'heure, les ministres et commandants loyaux arrivent au palais, prenant soin de ne pas attirer l'attention. La tension est palpable dans la salle de réunion, mais Traoré reste d'un calme remarquable. « Messieurs, commence-t-il, sa voix posée contrastant avec la gravité de la situation, notre nation fait face à une nouvelle tentative de déstabilisation, mais nous ne sommes pas pris au dépourvu. » Il expose méthodiquement les informations recueillies et les mouvements suspects détectés à travers le pays, ses yeux scrutant chaque visage pour déceler tout signe de trahison. La rébellion ciblera probablement 3 points stratégiques, poursuit-il en pointant la carte. La radio nationale, le quartier général de l'armée et ce palais. Un ministre propose d'arrêter les suspects immédiatement, mais Traoré refuse. Non, laissons-les lancer leur mouvement. Cela nous permettra d'identifier tous leurs complices, mais nous serons prêts à les neutraliser au moment précis. La réunion se prolonge, chaque détail du contre-plan étant minutieusement débattu. Dehors, Ouagadougou poursuit sa journée, ignorant la tempête imminente. À midi, un message crypté confirme que des armes ont été distribuées dans certaines unités de la garnison de la capitale. Des photos montrent des véhicules militaires inhabituellement actifs près des points stratégiques. Traoré donne des ordres précis, déployant discrètement des unités loyales en position d'attente et transférant des équipements de communication de secours dans un lieu sécurisé, anticipant une possible coupure des canaux officiels. En fin d'après-midi, alors que le soleil décline, Traoré s'isole dans son bureau. Il observe les rues animées d'Ouagadougou, où les citoyens vaquent à leurs occupations, inconscients du danger. Son téléphone vibre. Le faucon a quitté le nid. Le colonel Zoungrana, identifié comme le meneur probable du coup, est en mouvement.
Traoré ajuste son uniforme, son visage affichant une détermination tranquille. Il murmure une phrase, apprise de son mentor lors de sa formation militaire. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. La nuit tombe sur Ouagadougou, annonçant une nouvelle crise pour ce pays déjà éprouvé par des années d'instabilité. Mais ce coup d'État va rencontrer un adversaire préparé. À 18h30 précise, des tirs d'armes automatiques retentissent près de la radio-télévision du Burkina, RTB. Le coup d'État commence comme prévu par les services de renseignement. Depuis un centre de commandement improvisé au sous-sol du palais, Traoré suit les événements en temps réel. Excellence, les rebelles ont pris position autour de la RTB et tentent d'entrer, mais nos hommes résistent, rapporte le commandant des transmissions. Traoré hoche la tête, imperturbable. Et les autres objectifs? Des mouvements sont signalés près du quartier général de l'armée, et des véhicules blindés approchent du palais par le boulevard Charles de Gaulle. Sur les écrans, les caméras de surveillance montrent des rebelles installant des barrages et se dirigeant vers les bâtiments gouvernementaux. Maintenez la RTB à tout prix, ordonne Traoré. La bataille de l'information est cruciale. Assurez-vous que nos techniciens continuent d'émettre, même si le bâtiment principal tombe. Son chef de cabinet lui tend un téléphone. Monsieur le Président, le colonel Zoungrana demande à vous parler. Un léger sourire apparaît sur le visage de Traoré. Mettez-le sur haut-parleur. La voix assurée de Zoungrana résonne. Capitaine Traoré, la situation est sous notre contrôle. Pour éviter un bain de sang, démissionnez et rendez-vous. Un avion vous attend pour l'exil. Traoré répond calmement. Colonel, vous faites une grave erreur. Il est encore temps de reculer. Un rire bref retentit. Vous êtes encerclé, capitaine. La capitale est à nous. La radio annoncera bientôt la chute de votre régime. Vraiment? Réplique Traoré. Regardez la télévision nationale, colonel. Sur tous les écrans du pays, le drapeau national apparaît, suivi d'un message « Citoyens du Burkina Faso, des éléments rebelles tentent de perturber l'ordre constitutionnel. Restez calmes et vigilants. Le gouvernement contrôle la situation. » Dans les rues d'Ouagadougou, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Malgré le danger, des citoyens se rassemblent, d'abord timidement, puis en masse, brandissant des drapeaux et chantant en soutien à Traoré. « Le peuple est avec nous », déclare le ministre de la Jeunesse, entrant dans le poste de commandement. Les réseaux sociaux s'enflamment, les photos de manifestants affluent. Traoré hoche la tête. « C'est ce que j'espérais. Passons à la phase 2. » À son signal, des unités spéciales positionnées secrètement entrent en action. Dans les casernes, des officiers loyalistes neutralisent les éléments hésitants. À la RTB, après un bref échange de tirs, les forces loyales repoussent les assaillants, permettant aux techniciens de maintenir la diffusion. Le présentateur du journal télévisé apparaît, tendu mais déterminé. « Chers compatriotes, une tentative de coup d'État est en cours, mais le gouvernement légitime reste en place. Le président Traoré s'adressera bientôt à la nation. » Un officier apporte une caméra portable. Traoré ajuste son béret et se place devant l'objectif. « Peuple du Burkina Faso, » déclare-t-il, « une poignée de traîtres tente de plonger notre nation dans le chaos. Ne les laissez pas faire. Contrairement à leurs rumeurs, je suis à mon poste. Je n'ai pas fui. Le Burkina Faso est notre patrie et nous la défendrons ensemble. Certains pensent pouvoir décider de notre destin depuis l'étranger. Ils se trompent. Notre destin nous appartient. » L'effet est immédiat. Dans les quartiers populaires, des citoyens érigent des barrages. Improvisés pour bloquer les rebelles, les forces spéciales lancent des opérations ciblées, capturant notamment le lieutenant-colonel Kéré, bras droit de Zoungrana, alors qu'il tente de fuir vers le Mali avec des documents compromettants. À 22h, la situation bascule en faveur du gouvernement. Plusieurs unités rebelles, démoralisées par le soutien populaire et la résistance inattendue, se rendent. Des soldats loyalistes retirent les drapeaux rebelles des bâtiments publics. Dans le centre de commandement, le ministre des Affaires étrangères entre précipitamment. « Monsieur le Président, l'ambassade de Russie demande une ligne sécurisée. » Après une brève conversation avec le représentant russe, Traoré raccroche, son expression mêlant surprise et détermination. « La Russie est en mouvement, annonce-t-il. Ils ont détecté des communications internationales liées au coup
et offrent un soutien concret. Un officier des renseignements ajoute « Nos satellites partenaires ont repéré un avion militaire russe décollant de la base de Latakié, en Syrie, vers le Niger. » Traoré reste impassible, mais ses yeux brillants. « Préparez-vous à un nouveau chapitre de notre histoire, » dit-il. À Moscou, dans la salle de crise du ministère de la Défense, l'atmosphère est tendue. Des images satellites montrent les mouvements de troupes à Ouagadougou. Ce coup d'État a reçu un soutien logistique et financier de l'extérieur, déclare le général Petrov. Nos analystes ont intercepté des communications entre les rebelles et des officiers basés en Europe. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ajoute « Traoré est un allié précieux. Il cherche à diversifier les partenariats de son pays au détriment de l'influence française. Cela déplaît à certains. La décision est prise. La Russie ne peut perdre cet allié stratégique. » À 5h30 heure de Moscou, l'ambassade russe à Ouagadougou publie un communiqué. La Fédération de Russie soutient l'ordre constitutionnel au Burkina Faso et condamne toute tentative de renverser le gouvernement légitime. Un avion de transport Ilyushin 76, officiellement chargé d'aide humanitaire, est repéré en route vers l'Afrique de l'Ouest. À Ouagadougou, la nouvelle de l'intervention russe se répand. Le hashtag « Traoré n'est pas seul » devient viral. Dans le camp des rebelles, la panique s'installe. Zoungrana, furieux, déclare « Nos soutiens internationaux assuraient que les Maïsmerez russes ne s'impliqueraient pas. » À l'ambassade de France, l'ambassadeur Jean-Marc Serrand tente de désamorcer la situation sans paraître impliqué, mais Traoré refuse une rencontre. À midi, 3 hélicoptères non identifiés survolent les zones rebelles, semant la peur sans tirer. Ce ne sont pas nos appareils, confirme le chef d'état-major burkinabé. Leur présence psychologique est dévastatrice. Dans l'après-midi, le général Diallo, soutien clé des rebelles, négocie sa reddition. Nous ne pouvons combattre Traoré, la population et les Russes. À 16h, une communication cryptée du Kremlin parvient à Traoré. La Russie offre un soutien total, militaire, économique, diplomatique, annonce-t-il à son cabinet. En échange, il demande un accès aux ressources minières et une présence militaire limitée pour la formation. Le ministre des Mines intervient. « Excellence, remplacer une dépendance par une autre n'est pas la solution. » Traoré acquiesce. Notre souveraineté n'est pas négociable. Les Russes seront des partenaires, pas des maîtres. À 18h, un avion atterrit sur une piste secondaire, transportant des consultants, russes et des hauts équipements médicaux. Tous comprennent qu'il s'agit de combattants d'élite et d'armes. À la tombée de la nuit, les rebelles, démoralisés, se rendent en masse. Traoré reçoit une lettre russe confirmant un partenariat stratégique à long terme. Le lendemain, Ouagadougou se réveille transformé. Nous contrôlons 90% de la capitale et des principales villes, annonce Kaboré. Traoré ordonne une marche de la souveraineté pacifique. À 14h, des centaines de milliers de Burkinabés défilent, toutes générations confondues. Sur la place de la Nation, Traoré en tenue civile s'adresse à la foule. Peuple du Burkina Faso, aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de notre histoire, une page de dignité et d'indépendance. Pendant trop longtemps, on nous a dit que nous ne pouvions nous gouverner seuls. Je vous le dis, nous sommes une nation libre, souveraine, indépendante. La foule explose de joie. Des hélicoptères larguent des drapeaux nationaux organisés avec l'aide russe. Des camions d'aide médicale arrivent, renforçant le contraste avec les anciennes promesses occidentales non tenues. Traoré descend de l'estrade, s'avance, seul et embrasse un drapeau burkinabé tendu par un jeune. Cette image, capturée et partagée mondialement, devient iconique. Dans les jours suivants, les dernières poches rebelles s'effondrent. Le colonel Zoungrana, capturé déguisé, est confronté à Traoré. « Pourquoi ?» demande le président. Zoungrana murmure. « Vous vous êtes éloigné de nos partenaires traditionnels. » Traoré réplique. « Des partenaires ou des maîtres ? J'ai cherché des alliés qui nous respectent. Vous serez jugés équitablement. » Une semaine plus tard, la présence russe est visible. Ingénieurs, médecins, instructeurs militaires. Les pays occidentaux s'inquiètent, mais plusieurs nations africaines soutiennent Traoré. La vie reprend à Ouagadougou, portée par une fierté nationale.
6 mois après un festival, la Semaine de l'Unité nationale célèbre la résistance. Un monument de bronze, la résistance populaire, devient un symbole. Grâce à des partenariats avec la Russie, la Chine, l'Inde et la Turquie, des hôpitaux, routes et écoles émergent. Les brigades patriotiques de développement mobilisent la jeunesse pour des projets concrets, renforçant l'unité et luttant contre la radicalisation. Sur le plan économique, des accords équitables sur l'or et le manganèse profitent au pays. La coopération agricole chinoise améliore les rendements. Malgré les défis, terrorisme, pauvreté, infrastructures, l'espoir grandit. L'initiative école et caserne renforce la confiance entre l'armée et les civils. Internationalement, l'Alliance des États du Sahel consolide la position du Burkina Faso. La diaspora se mobilise et Traoré devient un symbole panafricain, comparé à Thomas Sankara. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme instable, incarne désormais une Afrique souveraine, prête à façonner son avenir.